Salut! Salut les amis, ravi d'être avec vous pour ce nouveau NBA First Talk saison 1, épisode 7, toute la NBA, rien que la NBA. Salut, méga sûr, Erwan Abotret, ça va? Penbourg. Il y en a un ici présent qui a changé de monde, qui a donné le coup d'envoi de Portel-Dijon, Thomas Dufont. Comment ça se passe dans ta tête maintenant? Il est insupportable, en fait, il répond plus au téléphone, il arrive en retard pour les émissions. Il arrive, il s'est entraîné toute la semaine à donner C'est le que coup de la d'envoi. proie, mon gars, calme-toi. Hein. Mollo, Thomas. Je sens la jalousie sur le plateau, j'ai absolument rien dit. J'étais très content de représenter First Team au Non, t'as Portel. été bien accueilli dans le Nord, Ah, ils ça, savent j'étais si bien faire. On en parlera tout à l'heure, mais ils ont été super sympas. La première question du jour elle est pour vous, les amis. En commentaire, vous postez votre réponse. Qui aurait eu la meilleure carrière parmi ces joueurs qui ont eu leur élan complètement brisé? Grant Hill, Penny Hardaway, Tracy McGrady, Greg Oden ou Brandon Roy? À votre avis, qui aurait pu être un monumental joueur s'il n'avait pas eu ce genou qui craque, cette cheville qui ne va pas bien, ou encore ce mental défaillant? Toi, tu dirais qui, Erwan? Moi, j'irais Penny Hardaway quand même, alors pour le côté un petit peu nostalgique. Puis c'est vrai qu'entre ce qu'il a fait avant et après sa blessure, on n'a jamais retrouvé ne serait-ce que même le quart du joueur qu'il a pu être avec le Magic, donc c'est un petit peu frustrant. Je rajouterais même un peu Yao Ming, qui sa carrière a été coupée rapidement par les blessures. Il aurait pu faire plein de choses. Yao Ming, moi je fais la transition, j'aurais dit T-Mac, talent incroyable, mec qui n'a pas envie de travailler, hygiène de vie, truc, et surtout le duo avec Yao Ming, parce que les autres, Grant Hill aussi, on aurait parlé de Grant Hill, imaginez Grant Hill avec T-Mac à Orlando, et pourquoi pas Tim Duncan, ça aurait fait l'un des meilleurs. Coaché par Doc Rivers, donc imaginez un trio extraordinaire. Moi, je kiffais vraiment Brandon Roy à Portland, je trouvais qu'il y avait vraiment une électricité autour de lui. Et vous pensez que c'était lui aussi l'hygiène de vie ou c'était quoi ça? Non. Lui, c'est chronique, Non, c'est une les vraie articulations. vraie éthique de travail, un vrai leader sur et en dehors du terrain. Puis non, là, lui, clairement, c'est son corps qui l'a lâché. Hein. Ouais. Bon les amis, c'est parti pour l'émission. En tout cas, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, notamment dans la rue, mais aussi sur Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram. Vous êtes un peu bizarre hein, parfois, mais voilà, merci à vous d'être toujours plus fidèles à la First Team qui se développe de plus en plus. Voilà ce qui se profile cette semaine sur les comptes de la chaîne La First Team, le First Day Show ce jeudi. Les matinales comme d'hab, ils sont là, Erwan et Thomas, du lundi au vendredi. Et le vendredi en fin de journée, vous avez votre petit cadeau de fin de semaine, le 4e First Talk Football qui sera là au sommaire aujourd'hui. Qui sont les meilleurs meneurs du moment en NBA? On fait le point sur la forme de John Wall, Curry, Harden, Thomas, etc. Westbrook. Focus également, ouais, Westbrook bien sûr, on va en parler. Focus également sur Adam Silver et sa prochaine réforme du All-Star Game à bout de souffle, on l'a déjà dit. Sortez les popcorns, c'est parti pour les news. Bryant on the move with the jumper. He got it! La première news de ce début de semaine, ce sont les Spurs lancés à toute vitesse, direction les playoffs, direction le titre, pourquoi pas. Comme d'habitude, les Spurs arrivés le mois de mars, ils sont chauds bouillants. Vous en pensez quoi cette année? Ils recommencent à faire peur au bon moment. Qu'est-ce que vous en dites des Spurs là? Ça y est, la mécanique est huilée, c'est comme d'hab? Ouais, j'en dis exactement, c'est comme d'hab et ça fait 20 ans que ça dure, c'est ça quand même qu'il faut souligner. C'est la 20e qualification d'affilée en play-off, donc ça c'est ni plus ni moins les Spurs que la meilleure franchise des Spurious depuis 20 ans. Et Phil Jackson, non, je dis trop vite. Greg Popovich, insupportable. Greg Popovich égalise le score de... Oh là, je dis n'importe quoi, vas-y, ça m'a gonflé. Greg Popovich a record, une 20e qualification et il égalise donc le record Merci. de Phil Jackson qui l'a fait donc avec les Bulls, les Lakers. Et c'est tout. Mais t'inquiète, les gens ont compris, on avait mis les sous-titres. Ouais, t'inquiète pas. Et donc voilà, souci. on est en train de voir super petit pop-up, illégal Phil Jackson. Il y a un truc qui est intéressant cette année, et je l'ai noté parce que j'avais envie de faire kiffer. C'est la meilleure performance en attaque pour un effectif de Popovich, donc des Spurs. Le offensive rating cette année est de 111,9 points marqués par match. Ils n'ont jamais été aussi élevés. Donc aujourd'hui. C'est dû à quoi tout ça aujourd'hui, là, ce bilan justement d'une attaque aussi forte? C'est dû aux joueurs ou à l'évolution du jeu? Bien sûr. À son effectif aussi, il a moins de gros défenseurs qu'il n'avait à l'époque, où il avait notamment à l'époque Bruce Bowen, qui était le leader offensif. C'est que Duncan, même Robinson à cette époque-là, c'était quand même un vrai socle défensif. Aujourd'hui, il a plus de joueurs attaquants. Bons attaquants que défenseurs. On sait que par exemple des Patty Mills mettent du jus en défense, mais c'est un peu des tricheurs, c'est des filous. Danny Green est un bon défenseur, Kawhi Leonard est un bon défenseur, Pogazol, Aldridge, David Lee. Tony Parker aujourd'hui, il faut un peu compenser, un peu tricher en défense. Et Ginobili, il faut être un peu plus intelligent que simplement un fort défenseur. Donc,
forcément, ce qu'ils perdent en défense, ils le récupèrent en Et attaque. en face, c'est de plus en plus fort offensivement aussi. En NBA, quand même, ça s'est développé. Ouais, Enfin, c'est bien de la sûr, folie, non ça suit la logique évidemment de la NBA où on marque toujours plus de points. Puis il y a un autre truc, c'est que Tim Duncan, dans ses grandes années, ça jouait tempo lent. Puis Tony Parker est arrivé, ils ont commencé à accélérer un peu plus de transition et de contre-attaque. Et là aujourd'hui, avec Kawhi Leonard, donc ce système défensif, la base collective, mais aussi de l'allant, Kawhi Leonard qui est en train d'éclore clairement au très haut niveau, et lui il en profite. Et donc avec un mec sur lequel tu peux te reposer et le système autour, il y a plus de points. Les Spurs, c'est plus une surprise aujourd'hui. Ça veut dire que vous les voyez comment d'ici cette fin de saison. Eux, ils font toujours attention au temps de jeu aussi. On sait qu'il y aura moins de blessés peut-être qu'ailleurs. On croise les doigts pour eux, bien sûr, on touche du bois. Mais ça veut dire qu'on les voit où aujourd'hui? C'est la bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, les Spurs, comme chaque année à ce moment-là, ils ont des certitudes sur leur jeu, sur ce qu'ils proposent comme basket. Par contre, ils ont des questions auxquelles on ne pourra pas répondre avant, comme les 2 dernières années, j'ai envie de dire, avant les playoffs. Et il y a 2 ans, ça s'était fini au premier tour face aux Clippers, de manière assez surprenante, en 7 matchs. Et l'année dernière, c'était face à Oklahoma City, alors qu'ils avaient dominé le début de la série pour exploser finalement physiquement. Voilà, les questions qu'on pose autour de cette équipe-là, c'est pas sur le jeu proposé, c'est pas sur la qualité du basket, c'est sur leur impact physique, athlétiquement. Est-ce que face à des armées, ils vont pouvoir tenir sur toute une série? Voilà, c'est la seule question qu'on peut se poser. En un mot sur cette news, avec la blessure de Durant, vous voyez les Spurs favoris à la conférence Ouest ou pas? On a parlé d'ailleurs dans le dernier First Day Show, je vous invite à aller voir, c'était le grand débat jeudi dernier. Évidemment, pour moi, ils sont favoris aujourd'hui dans la conférence Ouest pour 2 choses. La première, c'est évidemment les certitudes dont tu viens de parler. Et il y a Leonard qui, je pense, aujourd'hui est arrivé dans son prime total, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire basculer une série de très haut niveau. On sait que ces dernières années, c'était un peu ce qui manquait. Les dernières, ils ont explosé parce que Leonard aussi a explosé. Si Leonard est au niveau auquel on l'attend, ils vont passer. Alors, Leonard, c'est très bien d'en parler parce que face aux Clippers, il était passé un peu au travers. On l'attendait leader. C'est Duncan qui avait dû sortir encore une fois le bleu de chauffe. Et Leonard, face à OKC, pareil, on l'avait attendu un petit peu au rendez-vous. Et puis, pour revenir sur Durant, c'est le même poste que Kawhi Leonard. Alors, on espère que si les 2 équipes se rencontrent en playoff, s'il n'y a pas Durant, forcément sur le poste 3, il va y avoir un trou énorme. Erwan, aussi, on se mouille par rapport à la fin de saison, plus pour la qualif en play-off, la première ou la deuxième place. Je crois qu'ils sont à 2 matchs d'écart, 2 victoires d'écart avec les Warriors. Les Warriors vont garder leur première place. Oui, bien sûr. Après, 2 matchs, c'est absolument rien. Ouais, c'est pour ça. Sur le principe, non, je pense aussi que les Warriors vont garder cette première place, les Spurs 2e, mais la finale de conférence. Après, ça veut dire que si tu es 2e, tu prends aussi le risque de te manger OKC au premier tour des playoffs. Et quand on parlait, ça risque de bouger. D'accord, ça risque de bouger. Non, mais si tu prends le risque, je n'ai pas dit que c'était sûr, tu prends le risque, et c'est une équipe quand même l'une des plus athlétiques et les plus dures de NBA. Pour commencer, les Spurs, ça les mettra direct dans. Catastrophique pour les Spurs. C'est peut-être la pire match-up, même si je pense qu'ils les sortiront quand même, mais ça sera très dur. Autre news de ce début de semaine, la folie du triple-double en NBA, saison record. Plus de 78 triple-doubles déjà alors qu'on est au mois de mars. C'est un record justement de la saison 78-79 avec Magic Johnson et 88-89. 88-89 avec Jordan et Magic Johnson, c'est mieux 88-89. Alors justement, là c'est l'évolution qui veut ça ou c'est juste Russell Westbrook qui veut que ce record soit tombé? Un peu des Moi deux. j'aime bien cette idée. Alors d'abord, juste pour donc 79, tu l'as dit, Ricky Rubio est donc celui qui a fait le 79e triple-double record all-time. Face aux Spurs en plus, on vient d'en parler. Pour Ricky Rubio. Voilà, les saisons records en termes de volume de triple-double. Alors, il y a 2 trucs. Le premier, c'est évidemment Russell Westbrook. Tu enlèves Russell Westbrook. Si Russell Westbrook faisait une saison a priori normale, on va dire entre 10 et 15, et voilà, tu serais à 50. Tu serais à 50. Voilà, tu seras à 60-50. Donc, on serait dans une saison normale avec un mec qui a 30 triple-doubles. Faut quand même le rappeler encore une fois, il est sur les bases du record de Oscar Robertson, 41 sur une saison. Voilà, ça change tout. Mais c'est évidemment dans l'évolution du jeu. Quand on voit James Harden, j'ai noté les mecs, James Harden 15, LeBron est à 7 déjà, Jokic et Green sont à 4. Il y a beaucoup de joueurs qui en font. Ça fait partie, Antetokounmpo bien sûr. Il y a beaucoup de joueurs qui en font parce qu'aujourd'hui, on est à la recherche de la star individuelle et le triple-double, c'est peut-être le truc le plus stylé aujourd'hui. Comparé aux années 80-90 où ta star était un fort scoreur ou un fort passeur, aujourd'hui, les lieutenants étaient un petit peu des all-around. Tu vois ce que je veux dire? Des touches à tout. Mais c'est quand même une constante depuis 5 dernières années, depuis LeBron en fait, mais on peut dire que le all-around devient le franchise player. C'était assez rare dans les années 80-90, même 2000. Kobe était un scoreur. 2000 encore plus, parce que regarde, quand je pense à Larry Bird, on voit Michael Jordan qui a fait quand même une saison à 15 triple-doubles. Tu vois, c'est énorme. Ça dépend quand même pas mal des profils, mais il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, le all-around, regarde, LeBron, Antetokounmpo, tu vois ce que je veux dire? On voit de plus en plus de joueurs comme ça recherchés. Nicolas Batum, on lui a fait énormément confiance sur Nets avec un gros contrat. Ils ont la cote, alors qu'avant, on disait, bon, ils font tout, c'est bien, mais ça peut pas être eux les franchise players. Ça a changé depuis une dizaine
dizaine d'années, une petite dizaine d'années. Et donc la NBA est toujours plus spectaculaire avec des triples-doubles ou c'est la logique? Ouais, bien sûr, mais on sent qu'on est à la recherche du triple-double. On se rappelle Dwayne Wade la semaine dernière. C'est un peu un comportement individualiste ou pas finalement de vouloir... Non, je crois que c'est l'évolution du jeu. Après, on va pas se mentir, tous les joueurs, quel que soit le niveau, ont leurs stats en tête. Nicolas Batum, par exemple, ne les a pas par rapport à d'autres. Mais quand tu es une star, évidemment, Dwayne Wade, donc moi je l'ai en tête. Felicio lui prend le dernier rebond qui lui tombe dans les mains pour aller chercher le triple-double. Alors, il l'a pas mauvaise. Mais s'il avait pris, il serait plus content. Mais ça fait partie du jeu. La NBA, c'est aussi les stats, bien sûr. On parle de record. Autre news de ce début de semaine. Cleveland en mode record également. From downtown, les amis. Les 3 points de Cleveland. 25 paniers à 3 points inscrits à Atlanta lors de la victoire 135-130. Record précédent détenu par Houston, c'était en décembre dernier. C'est tombé donc 2 fois en 3 mois, ce record. 6 joueurs avec au moins 3 tirs à 3 points du côté de Cleveland. Bon, on est sur une équipe là qui se rapproche toujours plus du titre et qui a monté une armada de folie. Regardez, c'est quand même incroyable. Regarde le tableau, c'est fou que finalement en 3 mois, et ça a été battu 2 fois. Donc Nuggets 24. Les Nuggets avaient le record égalé, évidemment, c'est dingue. Les Rockets, qui est tout à fait normal, et donc les Cavs. Voilà, on sait aujourd'hui que si LeBron James est dans une équipe, tu lui mets des shooters, il ira en finale de conférence, voire en finale NBA. Donc là, aujourd'hui, ça ne fait que confirmer ce qu'on pensait de cette équipe-là, avec, on voit, Kyle Korver, avec Channing Frye, avec J.R. Smith qui va bientôt revenir, avec Kyrie Irving, et avec LeBron qui met 6 sur 10 sur ce match-là. Donc tout s'est bien passé pour cette équipe, et ça fait partie de cette évolution de la NBA. On parlait des triples-doubles, mais évidemment, les 3 points, c'est prépondérant. C'est pas forcément leur style à la base à Cleveland d'être une machine à 3 points, et maintenant c'est devenu... Et c'est ce qui les rend, inquiétants pour la suite, pour leurs adversaires, c'est que c'est une équipe, on parlait tout à l'heure de la dimension athlétique et physique, c'est une équipe avec une énorme dimension athlétique et physique, avec un bilan très correct, largement leader de cette conférence Est. Mais on sait qu'eux, c'est le physique, ça va défendre fort et tout, c'est leur socle. Et en plus, ils te disent, regardez les amis, nous aussi en plus, on peut mettre des filoches à l'occasion. Et c'est ce qui s'était passé face aux Warriors lors des dernières finales, c'est qu'en plus de leur dimension physique, ils avaient réussi à trouver dedans avec Irving et un petit peu avec J.R. Smith et un petit peu aussi LeBron James. Et s'ils commencent à mettre dedans les Cavs, waouh, bonjour, allez jouer quoi. Là, qu'est-ce qui reste comme faiblesse du coup du côté des Cavs? Où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut se dire après, tiens, il y a un tout petit problème là. C'est du très très haut niveau. Hein. Ça va être des détails, hein. Ça va être quel match-up va être la plus forte face à l'autre. Là, on rentre dans des petits comptes, c'est difficile de savoir ce qui est dingue. L'équipe la plus complète de NBA. Ouais. Aujourd'hui, oui, je pensais que c'était les Warriors l'année dernière. Ça l'était. Là, avec Kevin Durant qui arrivait, donc le banc qui était un peu moins fort. Aujourd'hui, et de loin même, j'ai envie de dire que les Cavs sont l'équipe la plus complète de NBA. Ouais, c'est aussi l'évolution de Kyrie Irving qui a fait ça finalement, puisque ce jeune joueur à la base est devenu clutch et maintenant plus qu'un lieutenant pour LeBron. Ouais, c'est un lieutenant plus, c'est sûr. Après, je ne suis pas sûr que ça. Irving, c'est l'évolution du jeu. Je pense qu'il faut qu'il s'adapte aujourd'hui. Mettre dedans aujourd'hui dans le basket NBA moderne et le basket NBA notamment, c'est primordial. Tu ne peux pas ne faire que du post-up et marquer. Tu sais, c'est mathématique. Donc aujourd'hui, il y a cette obligation de mettre des tirs à extérieur, et c'est ce que savent faire les Cavs, tout en défendant fort aussi. Pourquoi ce qui est intéressant dans le tableau là qu'on vient de voir, c'est que c'est les deuxièmes au tir tenté. C'est plus important encore que le tir marqué. Alors on a compris qu'ils étaient adroits. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que tu viens de le dire, c'est la recherche du spacing. Aujourd'hui, on ne parle que de ça, on veut avoir de l'espace pour les pénétrations, donc de Kyrie Irving et de LeBron James, puisque ce sont leurs forces premières. Donc sans spacing, donc c'est pour ça qu'ils prennent Channing Frye et Kyle Korver, d'avoir des mecs au large capables de tirer avec le drive and kick, puisqu'aujourd'hui c'est pratiquement que ça, le pick and roll et le drive and kick. Et puis autour des pick and roll, maintenant c'est très compliqué de défendre les pick and roll, tu le répètes assez souvent, et c'est vrai que sur les ouvertures, sur les rolls, les mecs, on est obligé d'aller lâcher beaucoup d'aide souvent à l'opposé, et ça donne des tirs ouverts. Aujourd'hui, pour sanctionner les défenses pick and roll, il faut mettre dedans aussi. Donc voilà, le tir à 3 points aujourd'hui est devenu une arme pour tout. La première arme, peut-être même, dans le basket. Donc là, maintenant qu'on a développé ces armes, il n'y a plus de façon de s'adapter, quoi. Si on écarte les défenses, qu'on est capable de... Après, ça c'est la théorie. Et après, entre la théorie et la réalité, il y a le duel. Tu as le droit aussi sur pick and roll de sortir le mec, de passer avec lui, de lui rendre la tâche plus compliquée. Tu as le droit aussi, quand tu poses un écran, de poser un écran façon pharaon, hein, on se souvient, ou poser des écrans, boum, et coller les mecs dans le truc. Et il y a l'adresse, c'est-à-dire que même si ta stratégie de départ, c'est les 3 points, il y a des soirs où tu ne vas pas en mettre, il y a des soirs où tu vas en mettre 25 et tu vas gagner. Donc, tu vois, regarde, ils mettent 25 3 points, ils gagnent de 5 à la fin. Hein. Donc tu vois, ça reste un sport d'adresse. Ça reste un sport d'adresse et un sport de duel aussi. On le dit pas, c'est un sport de duel. En parlant de duel, il n'y en avait pas lors du All-Star Game. On s'est ennuyé comme des rats morts pour pas dire pire. Alors la First Team a envoyé un mail à Adam Silver et il l'a promis, il va changer les choses. C'est le focus. Adam. Sympa Adam. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
Le grand n'importe quoi du dernier All-Star Game a marqué les esprits. La NBA ne veut plus voir ça. Nous non plus. Dès l'an prochain, il y aura donc de gros changements au All-Star Game. C'est promis. C'est le boss de la NBA, Adam Silver, qui l'annonce après une réunion avec Chris Paul, le patron du syndicat des joueurs. Idée marquante, les amis, notamment. Marquer un panier à 10 points depuis le milieu de terrain dans le money time pour changer les choses, faire tout basculer. Des tirs à 4 points ou 10 points. Vous voyez l'infographie. Alors, à votre avis, est-ce que c'est la solution pour que finalement cette règle conçue pour Stephen Curry nous donne un meilleur All-Star Game? Je trouve que c'est la pire des. C'est peut-être la pire chose qu'on puisse faire, c'est qu'on va transformer ce sport qui est magnifique, et le basketball, déjà dans un All-Star Game. Et en plus, là, on va en faire un cirque. Là, ça va être du cirque, en fait, du coup. Ça va être du cirque. Tout le monde va pas shooter du milieu de terrain. Donc, je crois pas. Il a aussi dit, Adam Silver, et c'est peut-être là que je vais l'attendre un petit peu plus, il a dit qu'il n'y aurait peut-être pas une intensité de playoff, mais qu'avec les nouvelles réformes, ça ressemblerait à un vrai match de basket. Mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis, on avait déjà dit lors du débrief de ce pathétique All-Star Game, c'est les joueurs qu'il faut responsabiliser avant tout. Voilà. Après, les joueurs ont déjà dit que le but, c'était justement de ne pas se blesser. Ça, on comprend tous. Mais moi, j'ai l'impression que le meilleur moyen de ne pas se blesser, c'est de jouer à moitié. Et ça marche pour tous les sports. Tu fais un truc à moitié, tu rates à la fin. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de souci, il n'y a jamais eu de blessure grave pendant le All-Star Game. On va toucher du bois pour que ça continue. Quelle réforme, là on parlait du panier à 10 points du milieu de terrain, oui pourquoi pas, mais quelle réforme peut changer les choses puisqu'on parle uniquement d'intensité? Le mec a rien compris. Non mais on en avait parlé un peu, on parlait des associations. Avec François Fillon qui donnait une réforme pour le All-Star Game. Je ne lâcherai pas. Non mais franchement, après il y a les assos, les jouer pour un truc, on parlait de l'avantage du terrain, on pense que c'est un peu trop. Mais je crois que c'est vraiment dans la tête. Moi, il n'y a aucune bonne solution. Dans la tête, on le sait, les joueurs, une prime, ça ne marchera pas. Enfin, dans la tête, qu'est-ce qui va changer dans la tête? C'est juste leur dire, évidemment, vous représentez la NBA aux yeux du monde entier, vous devez nous offrir un match digne de ce nom. On ne leur demande pas de se foutre sur la gueule. Donc au lieu de marcher, ils vont trottiner, quoi. Mais ça serait déjà mieux. Arrêtez de s'allonger quand un mec va dunker, arrêtez de se regarder, ça va quoi, c'est des basketteurs, on a tous joué au basket, on sait qu'au bout d'un moment, il y a défendre à 100%, puis il y a défendre à 70 et 50%. Tu peux faire des semblants de match. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est de la responsabilité de chacun. Enfin, ils représentent la NBA, ils sont payés des fortunes pour ça. Tu as le droit, l'espace d'un week-end, sur un match ou une soirée, de proposer du basket. Sauf que sur le terrain, il y a tous les plus gros égos de la NBA, et donc quand il y en a un qui commence à vouloir faire le spectacle, à faire marrer tout le monde, tous les autres ont envie de faire pareil. On sait ce que c'est. C'est comme une salle de classe. Mais là, tu veux de faire marrer tout le monde, mais dans ce cas-là, faites du stand-up, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est ça le problème. Donc pour toi, le All-Star Game aujourd'hui, c'est se marrer, non? Non, mais c'est ce qu'a dit Adam Silver. Il a dit, c'est beaucoup plus léger. Je ne sais plus exactement sa phrase, mais c'est un problème d'ailleurs. Il a parlé de faire des réformes. Pourquoi pas? Maintenant, ça va changer quoi? Tu vois, si on change les 4 points, les 10 points, les machins, ça ne changera rien. De toute manière, tu l'as dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut responsabiliser les joueurs. Et moi, j'ai quand même du mal à comprendre quand ces mecs-là vont sur le terrain. Je sais que c'est pour rigoler, mais moi, si on va avec Erwan, on va faire un contre 1, on va rigoler 5 minutes. Au bout d'un moment, si je prends 2 TG dans la tête, crois-moi, je vais me dire, vas-y, je vais me mettre à défendre au moins un minimum. C'est juste ça, juste jouer au basket. Non, mais tu vois, juste jouer au basket. On leur demande rien d'autre. Jouer au basket normalement, entre potes, voilà, tu défends juste un peu. On est en train d'intellectualiser le truc en disant, il faut trouver des solutions. Il faut faire des réformes. Il vient de tout dire, Thomas. Il faut juste qu'au bout d'un moment que les mecs proposent du basket et qu'ils arrêtent de tomber dans des parodies. Et là, on est plus proche de Richard Pinder que de la NBA. Non, c'est pas Richard? Je sais pas. Richard Pinder. Michel Bouguillon. Richard Pinder. Dites-nous si c'est bien. Mais je crois que c'est Richard Pinder. Cirque, dites-nous. Non, mais. Alors bientôt, tu mets les arceaux, les anneaux en feu et tu mets tu vois ce que je veux dire? Et c'est un lion qui fait l'entre-deux. C'est n'importe quoi. Moi, je veux bien faire l'entre-deux là-bas. Ce sera peut-être pas mieux que le Portel Dijon. En termes d'ambiance, je pense que c'était mieux dans le Nord. Non, mais justement, aidez-moi à comprendre pourquoi, en quelques années, on est passé de tout à rien. Il y avait autant de matchs en NBA, il y avait autant de blessés. C'est pas quelques années, je pense qu'il y a quand même une petite descente aux enfers, on va appeler ça comme ça, année par année, et on a laissé faire. On a laissé faire les mecs, ils ont pris. Et c'est comme quand tu es coach. Et que t'es pas là, et que c'est l'assistant coach qui fait la semaine d'entraînement. C'est les mêmes joueurs. C'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes systèmes. C'est le mec qui fait partie de ton équipe, il est là, l'assistant. Mais comme il n'y a pas le coach principal, ça part en sucette. Foutoir total. Voilà. Mais ça, c'est dingue, j'avais jamais pensé. Mais dès que c'est l'assistant coach qui prend parce que l'autre est malade, il dit à sa femme à accoucher, ce qu'il veut. C'est l'assistant, c'est le même entraînement. T'en branles pas une, t'es là, ça prend des tirs. Le 12e homme qui a moins de 15 ans, alors qu'il n'y a que des mecs de 30 piges, il prend tous les tirs, t'as envie de le tacler. C'est exactement ça. Je trouve que là, tu mets le point sur un truc du basket très important. Te dire, ça, c'est quand t'es ado, non?
Ah non, 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 Ah non, 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 non. Ah non. Et donc, tu vois, dommage qu'il n'y ait pas Steph, et lui qui a une longue carrière en pro, tu lui demandes, c'est exactement pareil chez les pros. Donc c'est pour ça, moi je pense que pour eux c'est une grande récréation, ce que je peux comprendre, mais au bout d'un moment la récréation elle est peut-être le vendredi soir, même le samedi soir, s'ils veulent sortir, je m'en fous. De minuit à 6h du matin. Mais offrez-nous un match de basket, il n'y a pas à trouver des tirs à 10 points, à 4 points, offrez-nous un match de basket un peu sympa, ils arrivaient à le faire dans les années 90, et avant, il n'y a pas de raison que, début 2000, il n'y a pas de raison qu'eux ne sachent pas le faire. Très bien. Meneur de jeu, les amis, c'est notre prochain débat. C'est un poste en perpétuelle évolution. Mais qui mène la danse en ce moment en NBA? C'est le débat du jour. Wow, here we go. He went right over to Bryant. Quel joueur est donc en ce moment? Qui mène la danse? Qui mène la danse? Qui est le joueur NBA, le meneur actuel sur qui il faut se reposer en ce moment? C'est la question qu'on se pose dans ce First Talk cette semaine. Déjà, si on pense meneur de jeu, vrai meneur de jeu, à l'ancienne, John Stockton, c'est qui aujourd'hui sur qui compter en NBA? À qui on doit faire référence? Le profil, ouais, déjà, c'est vrai que ça existe de moins en moins. Le profil meneur de jeu pur et dur, c'est Chris Paul. Même si en ce moment, c'est un peu compliqué avec les Clippers. Les perspectives, les ambitions sont un peu compliquées pour lui avec les Clippers en ce moment, mais c'est quand même lui qui incarne, dans tous les meneurs qu'on va citer, ce rôle de meneur à l'ancienne, très fort derrière sur pick and roll. D'abord la passe avant le tir. Voilà, Ils sont très peu d'ailleurs, c'est bien que tu dis ça. Fort défenseur. Voilà. Ils vont être très peu à être d'abord la passe après le tir. Et Chris Paul, évidemment, par sa gestion du tempo, par le fait que l'équipe repose sur lui entièrement. Et là, il y en a de plus en plus. Avant, c'était beaucoup moins le cas d'ailleurs quand on fait les grands débats face à Tony Parker. C'est qu'on dit qu'il y avait Tim Duncan à côté. Et alors que Chris Paul, c'est un vrai franchise player. Tu bases tout ton collectif sur Chris Paul à la base. Et ces meneurs, justement, à l'ancienne, on voit que ça existe quasiment plus du tout. C'est parce on peine à percer quand on joue comme ça? Ou c'est Non, juste. non, je suis pas sûr, mais je crois que c'est peut-être le truc le plus dur à contrôler. Le tempo, être un chef d'orchestre, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans les stats, mais qui se perd. Parce qu'aujourd'hui, je te dis, on parle beaucoup, là, le début de l'émission, on parle des stats, des tirs à 3 points, des triples-doubles. Aujourd'hui, il y a ce truc de statistiques, et quand tu es un vrai meneur de jeu, tu es au-dessus de ça. Donc peut-être que c'est moins. Ça veut dire que quand on est jeune, si on pense à la passe d'abord, si on pense à créer du jeu, on va être moins repéré que le mec qui a fait que des shoots et du freestyle. Non, pas forcément. En fait, ce qui est dingue, c'est que, et on est d'accord, là, tu vois, par exemple, l'autre joueur qui me vient à l'esprit, c'est Ricky Rubio. Un ton en dessous de tous les mecs qu'on va siffler. Deux tons. 2 tons en dessous, mais qui reste malgré tout le meneur de jeu. C'est-à-dire alors la passe avant, le contrôle du tempo et pas de tes jeux. Parce que souvent, les meneurs de jeu à l'ancienne, t'as l'impression qu'ils n'avaient pas de tes jeux. Ce qui n'est pas le cas de Chris Paul. Hein. Qui n'est pas du tout le cas de Chris Paul. Mais surtout, il y a un truc qui est important dans l'évolution dont tu as parlé au tout début, Thibaut, c'est que c'est des arrières qui sont devenus des meneurs au fil du temps. Avant, tu avais des vrais meneurs de jeu voilà, qui prenaient la balle, qui montaient la balle. Tu vois, Aymeric Jano, c'est le meneur de jeu archétype, c'est-à-dire que ce qui compte, et ne me regarde pas comme ça, Erwan, c'est je monte la balle, je ne perds pas de balle. Petite parenthèse, on fait un débat dans le First Talk sur les meilleurs meneurs NBA. Et au bout de 2 minutes, tu me lâches Aymeric Jano. Mais parce qu'on parle des vrais meneurs de jeu. Le vrai meneur de jeu, c'est celui qui monte la balle, qui ne perd pas la balle, qui a toujours. Le gars est chaud, je lui fais la passe. N'oubliez pas que la première passe dans le basket est très importante. Moi, j'ai joué avec des meneurs de jeu qui montaient la balle. Première passe, interception, lay-up, j'avais envie de les brûler. Tu vois? Non, mais c'est ça aussi. Le meneur de jeu, c'est aussi ça. Voilà, il faut que je place Aymeric Jano. En tout cas, là, on voit que tu as cité Chris Paul. On va parler de John Wall aussi, mais c'est vrai que tous les autres. Sont des arrières devenus meneurs. Et justement, si on pense meilleur défenseur en tant que meneur, mais on sait que la base quand même d'une belle équipe, c'est de défendre, on pense à John Wall directement. Ouais, clairement. Chris Paul est un bon défenseur aussi, mais il a beaucoup moins de qualité de... D'impact? Ouais, non, c'est pas d'impact. Parce qu'il a de l'impact. Là, on voit donc John Wall déjà. Donc, offensivement, c'est très fort. Quasiment 23 points, plus de 10 passes et 2 interceptions. Mais John Wall, c'est quand même celui qui dégage le plus de puissance en défense quand il cadre son joueur, qu'il a envie d'aller défendre haut. Il emmène toute son équipe avec lui. Et sur l'homme, je pense que c'est lui le meilleur défenseur. C'est pas dire qu'il intercepte tout le temps et tout. Il tient vraiment ses duels. Il est très fort. Il met une pression. Il est quand même deuxième intercepteur de la Ligue. Il met des pressions énormes et il gagne des ballons avec ça. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur défenseur d'un point de vue purement athlétique. Avec Westbrook, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en NBA. Et alors d'abord, il a cette envie de défendre. C'est rare quand même aujourd'hui les mecs qui ont envie de défendre. C'est sa force première depuis le début. Il s'est construit avec ça. Hein. Un vrai meneur de jeu, donc la passe depuis ses années à la fac à Kentucky, son année à la fac, puis ensuite la dimension athlétique. Voilà. Des fois, si tu as juste envie de défendre et que tu es un peu physique, ça suffit pour être un bon défenseur. Souvent, tu remarques John Wall, des fois, quand il n'est pas dans ses matchs et tout, quand il s'y remet, quand il veut se remettre dans les matchs, son premier truc, c'est qu'il met des pressions défensives monstrueuses. Il n'y a que son nom qui ressort là quand on parle de meilleur défenseur en tant que meneur.
Ça veut dire que les autres, c'est loin derrière? Non, alors il y a Chris Paul. Chris Paul qui est souvent dans les All-NBA Defensive Team. Chris Paul, c'est un vrai défenseur, mais qui choisit ses moments. C'est-à-dire que pendant 3/4 temps, il va peut-être défendre tranquille les minima, mais il est capable par moment, on se souvient de lui défendant sur LeBron James dans des gros matchs. Et en playoff, il arrive à se mettre et donc à être très fort défenseur. Ils sont rares. Après, j'ai des mecs comme ça, Eric Bledsoe, très fort défenseur. Bon, Bradley qui est arrière, mais bon, il y a quelques mecs comme ça, et Marcus Smart, mais qui là sont des role players plus que des stars avant tout. Après, Westbrook déploie beaucoup d'énergie. Il y a un aspect visuel qui peut dire waouh, il défend, mais il est très. Il est en surpression. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est le terme approprié. Il est en surpression, donc il joue beaucoup l'interception. Donc effectivement, il en gagne quelques-uns, mais il prend quand même pas mal de valises du coup derrière. Beaucoup de risques, ça veut dire Il ça, prend, en surpression, il prend beaucoup trop de risques en défense pour être catalogué comme un meilleur défenseur que John Wall ou Chris Paul. En parlant de risque, justement, si je vous dis le meneur de jeu actuel le plus clutch, on pense à qui? Oh là là, Le plus- y a-t-il débat? Il met dedans. Y a-t-il Bam débat? Y a-t-il débat? Le champion au titre, Kyrie Irving, c'est quand même lui qui met le panier et que LeBron n'arrivait pas à mettre pendant que l'autre défendait l'autre à scorer. Kyrie Irving, forcément, avec ce What a player, my man. step back main droite là incroyable. Et puis il a remis ça face aux Warriors à Noël. Et puis voilà, on sait que dans les fins de match en ce moment, il est intenable. C'est peut-être même le plus clutch en ce moment de la ligue. S'il Ouais. faut en choisir uniquement un Ah à qui donner la balle dans les dernières secondes, c'est Kyrie Irving en ce moment. Aujourd'hui, peut-être que tout joueur confondu, c'est peut-être lui pour deux choses. La première, c'est peut-être le meilleur joueur de 1 contre 1. En 1 contre 1, personne ne peut l'arrêter. Pourtant, on a vu Avery Bradley bien défendre sur lui la dernière fois contre Boston. Malgré tout, il arrive à se créer un tir qu'il arrive à mettre d'habitude. Donc si tu allies ses qualités dans le 1 contre 1 et ses nerfs d'acier, parce qu'il a des nerfs, c'est vrai qu'en finale NBA, mettre ce tir sur un step back à droite à 3 points où il est loin, le défend pas trop mal, voilà, c'est ça qui fait que lui maintenant il est dans la légende et c'est aujourd'hui le mec à qui je donnerais la balle, carrément. Après, c'est bien de parler aussi du moment, du momentum en ce moment. C'est vrai qu'il est très clutch. Tu as quand même Isaiah Thomas qui, avec les Celtics, fait basculer des matchs et avec des stats dans les 4e quart-temps monstrueuses. Mais on met Kyrie Irving devant. Parce qu'il a quand même offert un titre. Oui, voilà, et que l'autre, ça fait 3 mois, finalement, 3-4 depuis janvier, qui marche sur l'eau, c'est très bien. Mais on ne peut pas comparer pour l'instant avec le panier d'un titre de Et carrière. le troisième, c'est Lillard. Hein, Voilà, qu'on n'a pas cité, Voilà. qui est un petit peu en dessous cette saison par rapport à tous ceux qu'on vient ou qu'on va citer. Mais Damien Lillard, on sait que dans les fins de match, il ne faut pas lui en promettre. Hein. Demandez à Houston. Portland qui est toujours pas qualifiable pour les Non, playoffs. non, c'est ils sont quand même- 9e à l'ouest, ils essaient de revenir. Nourkic leur fait du bien, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, oui, Lillard a une saison un petit peu en dents de scie. Et ça veut dire quoi, Thomas et Irving? Ça veut dire que c'est au niveau du mental qu'ils sont au-dessus, là, que c'est des fous. Mais je pense que tu es prêt en fait. Si, il y a des. Ça nous est tous arrivé une fois, tu sais, tu bombardes tout le match et tu n'envoies que des bricasses. Mais quand tu rentres dans les 2 dernières minutes et que le match se joue, c'est pas les mêmes tirs, c'est même pas le même sport. Dans ta tête, il se passe quelque chose de différent. Vu ces scènes-là dans ta tête? Oui, oui. Ah, bien sûr. Non, mais après, tu vois, après, c'est vraiment les pros qui le disent, machin, le temps s'arrête, tout va doucement, je vois tout, mais malheureusement, ça arrive, même quand tu joues devant personne, et ben ça arrive dans les 2 dernières minutes, quand c'est serré, tu mets des gros tirs, et tu sais, t'as des petits poils qui tirent, tu fais, je suis bien là. Tu sais quand un tir est important, et tu sais quand celui-là, si tu le mets, boum, tu vas mettre un vrai coup de. Et tu fais airball. Voilà. Vous savez, les amis, qu'on tient toujours compte de vos commentaires sur Facebook, notamment sur la page Facebook de la First Team. Au sujet d'Isaiah Thomas, justement, on vient de parler de lui. Il y a Romain Jacquemont qui nous dit c'est le meilleur meneur. Pour lui, c'est le meilleur meneur. Quand on va y venir, ça va être ma prochaine question. Quel est le meilleur meneur de la NBA en ce moment? Très grand scoreur, très bon passeur. Ils peuvent, grâce à lui, titiller les Cavs. Il est clutch. On vient de poser la question du côté clutch. C'est l'avis sur Isaiah Thomas. C'est un très bon passeur. Non, c'est pas un très bon passeur. Ça, par contre, C'est un bon petit c'est passeur. un bon petit. Il peut en faire. Il préfère clairement faire des tirs. Il peut en faire quand ça. Une fois, il avait mis 40 pions, je me souviens plus, un truc comme ça. Cette saison, il avait dit j'ai pas fait de passe. Et derrière, il a fait un match à 11 passes. Bon, très bien. Donc, quand il fait l'effort, quand il se force un peu, il peut faire 10 passes parce que c'est un talentueux. C'est pas un passeur naturel, comme on Alors, peut quel dire. est le joueur le plus fort actuellement, le plus fort meneur de NBA si on est là au mois de mars Il y a un mec dont 2017? on n'a toujours pas parlé, messieurs. Ouais. C'est monsieur James Harden. Et aujourd'hui, alors évidemment, là, ça va se tirer la bourre entre James Harden et Russell Westbrook pendant juste 2 minutes. En fait, ce qui est dingue, c'est que Westbrook fait peut-être la meilleure saison, mais James Harden est peut-être plus fort aujourd'hui. Et on va prendre que le côté offensif, même si ça va un peu mieux en défense. Mais James Harden aujourd'hui, en termes de meneur de jeu, on sait que c'est un arrière. Alors là, pour le coup, un vrai arrière qui est passé meneur de jeu. Mais il dégage un truc extraordinaire cette saison de contrôle sur son équipe, sur son game et dans les grands moments. Donc ça fait quand même
trois qualités assez incroyables. Donc dans le tir, voilà, capable d'aller faire des meilleurs passeurs de la NBA. Bref, James Harden aujourd'hui est peut-être le plus fort. Ouais, depuis qu'il est plus avec Kardashian, ça a tout changé. Ouais, il a dit d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu celle-là, il a dit depuis que je suis avec Kardashian, ça a tout changé avec Chloé. J'en avais marre, on venait me prendre en photo quand j'allais acheter du pain et des croissants. Non, ils font pas ça les Américains, mais bon. Après c'est chiant de jouer avec la syphilis aussi, hein, donc. Mais faut qu'on parle un petit peu de Westbrook aussi. Non, Harden, on a un commentaire sur Facebook qui est tombé sur Harden. Harden, meilleur meneur, il arrive à sublimer le jeu des Rockets et il est capable de s'effacer. C'est ça la folie, Harden, il fait briller ses coéquipiers quand ils sont chauds. C'est ça qu'il a changé, très bon scoreur, clutch quand il faut, passeur. Et il s'est même amélioré en défense. Votez Harden, c'est Julien Fufu qui nous dit ça. On est d'accord, Harden, c'est sa saison, il va faire quelque chose. C'est sa saison, mais moi j'ai peur qu'il ne soit pas MVP, comme ça a été il y a 2 ans le cas où il avait fait une saison monstrueuse, mais c'était Curry qui avait été MVP. Harden, c'est vrai que Thomas le disait à juste titre, il a tout en magasin, à part une défense, et encore maintenant il arrive à tricher de manière plutôt en trompe-l'œil, comme on dit. Mais c'est vrai que lui, mais on l'a déjà dit, c'est cette gestion du tempo, cette gestion des moments clés, puis la grande différence pour Mike Westbrook, c'est qu'il arrive à impliquer tout le monde avec lui. En tout cas, son équipe, quand on regarde les deux équipes jouer, on a l'impression quand même qu'ils sont plus contents de jouer avec Harden qu'avec Westbrook. Alors ma question justement, c'est le plus fort de tous aujourd'hui, c'est qui? C'est Westbrook? C'est difficile finalement de choisir. Alors individuellement, je pense que sur des stats, avec les stats, c'est Westbrook évidemment. Maintenant, et on le voit en ce moment, OKC est un petit peu dans le dur. Notre ami quand même en triple-double avec plus de 31 points, plus de 10 passes. Attention, les passes sont à 10-0-0, c'est chaud en ce moment. Et plus de 10 rebonds, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Et quand j'ai l'impression qu'OKC c'est compliqué, il a cette sensation de dire faut que je me sublime encore et encore et encore, et en oubliant par moments un petit peu ses coéquipiers. Et moi, pour les derniers matchs que je vois, les défaites d'OKC, il en oublie parfois un petit peu ses coéquipiers. Et ils le sentent ce que Harden ne dégage pas en tout cas. On a ce commentaire de Dylan Branco sur Russell Westbrook, justement, qui nous dit il est explosif, clutch, monsieur triple-double. À lui seul, il amène OKC en play-off. Donc c'est Russell Westbrook, le meilleur et de loin. Il n'amène pas OKC à lui tout seul en play-off. C'est pas vrai de dire ça. On ne peut pas laisser dire ça, les mecs. Il amène tout seul, ça veut dire qu'il joue avec Thomas et moi dans l'équipe. C'est pas, non, mais honnêtement, aujourd'hui, il y a Oladipo sur le deuxième arrière. Ils viennent de recruter Taj Gibson et Doug McDermott qui sont des très bons joueurs de complément. Il a un soldat comme Robertson, il a un pivot comme Adams, il y a Enes Kanter qui est en course pour être meilleur 6e homme de la ligue. C'est ça, amener une équipe tout seul en playoff. Arrêtez de dire que Russell Westbrook amène tout son équipe seul en playoff. Il joue peut-être tout seul par moment, et ça vous regarde, mais en tout cas, il n'a pas une équipe de branque. Enfin, ouais, ça, tu as tout à fait raison, on est d'accord, il n'a pas une équipe de branque, sans lui, ils ne vont pas faire les playoffs. Et en plus, en début d'année, tu disais que tu ne les voyais pas faire les playoffs. Donc, il faut aussi leur reconnaître ça. Non, mais d'accord, moi, je ne les voyais pas faire les playoffs, mais c'est une autre chose. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une bonne équipe. Non, mais d'accord, mais ils ne les amènent pas. Après, alors moi, au début de saison, il y a des gens qui se sont révélés. Je sais, Oladipo, avant qu'il se blesse, était très bon. Je ne pensais pas qu'il pouvait, la même saison qu'il pouvait répondre avec ça. L'année dernière. Ouais, d'accord, mais faire les mêmes stats avec Orlando, le Magic, et faire les mêmes stats avec OKC, qui joue une passe en playoff, et aux côtés de Westbrook, c'est pas pareil. Donc je ne pensais pas qu'Oladipo allait répondre comme ça. Non, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Westbrook, il amène son équipe seul en playoff. C'est lui, évidemment, le leader dans toutes les catégories statistiques, et on l'a vu, mais on ne peut pas dire qu'il est tout seul. Il y a des mecs qui défendent Robertson quand lui joue les interceptions comme un fou. Qui c'est qui vient fermer? Oladipo défend fort aussi pour lui. Bonjour, le père Adams, qui comble toutes les brèches. Ah, on ne peut pas dire ça. Aujourd'hui, vous avez des thunes, vous êtes plein à craquer, vous aussi, les amis. Vous êtes blindés, vous prenez qui comme meneur de jeu pour lancer votre franchise et savoir sur qui vous reposez? On n'a pas parlé d'un mec quand même. Hein. Il y a John Wall, il y a Thomas. Il y a un mec qui est double MVP aussi. Il y a Stephen Curry. Il y a Steph Curry qui, lui, pour le coup, c'est un peu le... Toi, c'est tout ce qu'on a dit. Lui, il peut être meneur à l'ancienne. Il peut être meneur à l'ancienne. Quand il a envie, on voit ses stats. Après, il est un petit peu trop dans l'adresse extérieure depuis quelques temps. C'est vrai que l'année dernière, il marchait sur l'eau. Cette année, il est un peu plus dans le dur au niveau de l'adresse. Mais c'est pas qu'un mec qui met des tirs à 3 points. C'est un mec qui a un sens du jeu, qui a une science de la passe. Il pourrait devenir un meneur à la Chris Paul, avec un petit peu moins de défense. Mais en fait, il a le choix des armes, en fait, Steph Curry. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est double MVP. C'est peut-être le plus... pas complet, le plus talentueux, en tout cas, intrinsèquement. Moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il paye un peu ces 2 dernières années où il était incroyable. C'est ça qui est bizarre. Quand je vois ces stats-là, il a peut-être les meilleures stats. Bon, il y a Westbrook et Harden, mais je veux dire, après, c'est peut-être lui qui a les meilleures stats aujourd'hui, des stats hyper sérieuses, des bons pourcentages, même si en ce moment ça descend, 40% à 3 points, tout le monde ne fait pas ça. Et il est en train de payer. Le gars, c'est quand même le MVP, le premier MVP unanime.
Et on est la saison d'après, il y a Kevin Durant, il doit s'adapter et tout. Ce gars-là, on l'attend juste en playoff, c'est comme LeBron. Moi, ce sont des mecs que je n'attends qu'en playoff. La saison qu'ils faisaient l'année dernière, souvenez-vous quand même qu'on était à chaque fois que les Warriors jouaient, on voyait les stats, on disait ah mais c'est pas possible. On regardait les matchs, on dit c'est pas. Jesus, quoi, Ça le gars. pouvait, voilà, Incroyable. exactement, ça pouvait pas continuer. Donc là, forcément, et c'est humainement normal qu'ils redescendent d'un cran. Parce qu'il y a KD en plus, j'imagine. Ouais, c'est ça. En plus avec KD, et on est là, on se dit ah il est moins bien. Il est pas moins bien. Ça reste un joueur extraordinaire. Mais par contre, qui doit, dans le basket, dans les mains, par contre, maintenant, il doit mentalement, je pense, franchir un cap. Et ça, c'est les playoffs. Et je pense que là, même l'absence de KD en ce moment-là, ça doit lui permettre de step up psychologiquement déjà. Là, il est sur une dizaine de jours, un peu moins bien. D'ailleurs, on l'a encore vu hier soir où il fait un match moyen pour lui, on va dire, mais à l'arrivée, fin de troisième quart-temps, il redonne l'avantage contre les Knicks à Golden State sur un 3 points venu d'ailleurs. Donc, c'est pas que Ave Maria, Stephen Curry. Non, pas du tout. Il y a un vrai contrôle dans ce qu'il fait. Il sait où mettre le ballon. Il sait, hier on voit avec Steve Kerr qui va lui dire bon, c'est pas grave, tu mets pas dedans parce qu'il a eu un début de match compliqué. Tu mets pas dedans, mais regarde, ton plus-minus, il était à plus 22. C'est ce que tu disais ce matin dans la matinale. Et c'est un mec qui joue juste. C'est pour ça que. Et même lui, il tombe un petit peu des fois dans ses travers de n'être qu'un shooter à 3 points, alors qu'il peut faire des milliards de choses, aller provoquer, mettre des N1, faire des petites passes. Voilà, c'est un mec quand même qui a beaucoup d'art de cordes à son arc. Bon, Allez, vas-y, pose la question là. John Wall, Isaiah Thomas, Russell Westbrook, Steph Curry, qui on prend à l'arrivée pour construire sa franchise? Moi, je vais t'en enlever un par un plutôt et t'expliquer pourquoi. Je ne prends pas Isaiah Thomas parce que je pense que là, il marche sur l'eau et qu'en playoff, dans des grands trucs, il va se faire cibler défensivement par sa petite taille. Et surtout, on ne sait pas ce qu'il peut donner dans le grand match de playoff. Moi, je ne sais pas. Inconnu. Il y a une inconnue. Il y a une inconnue. Je ne vais pas prendre Westbrook non plus, malgré son talent énorme et sa saison dantesque. Et d'ailleurs, même si je ne suis pas son fan, je lui filerai quand même le titre de MVP parce que voilà, faut récompenser des choses énormes. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est dur d'emmener, qu'il emmène son équipe avec lui. Je trouve qu'il est beaucoup trop seul dans le jeu, qu'il force beaucoup trop les choses et que son équipe a du mal à le suivre. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, justement, c'est Russell Westbrook que je prendrais. Prends un truc simple. Comparé à tous les autres. Ouais, mais peut-être. Moi, on me pose la question. Je suis à zéro. J'ai plein d'argent. J'ai enfin construit ma franchise NBA à Paris. Lourd, super, petite tour Eiffel, tout stylé. J'arrive à Paris et je veux un seul joueur, j'ai le choix de tout le monde. Je prends Russell Westbrook. Russell Westbrook, je pense que c'est le seul mec, poste de meneur de jeu, sinon il y a LeBron et KD, on va dire, mais Russell Westbrook, parce que c'est le seul mec, je le mets dans une équipe, quoi qu'il arrive, tu vas gagner des matchs. Tu vas avoir de l'entrain, il va faire des stats, t'as une star. Voilà, c'est Russell Westbrook, mon premier choix et de tous. Je dis pas que c'est le meilleur, je dis que si je dois choisir un seul meneur de jeu, c'est Russell Westbrook. Mais tu peines à construire autour quand même. Ça, mais tu peines à construire. Non, mais tu peux bien en fin de carrière. Non, mais tu peux construire. Mais regarde les gens qui sont autour de Russell Westbrook, c'est que des gens qui sont des soldats. Et bah, quel est le problème? Moi, je trouve que c'est plus facile de trouver des soldats que de trouver des mecs talentueux. Est-ce que tu peux gagner autour de ça? Est-ce que tu peux gagner le titre avec ça? C'est ça le but ultime. Mais le titre avec ça, de toute manière, si on prend qu'un seul mec, tu ne gagneras pas de titre. Quoi qu'il arrive, on va pas se mentir. Tu signes Russell Westbrook, on va pas te dire ah mais t'es un fou. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, quoi qu'il arrive, si tu choisis qu'un seul mec, tu vas pas viser le titre. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que lui. Et là, c'est la preuve avec OKC et une équipe, il n'y a pas de star à côté de lui, tu vas en play-off. Et ça, c'est déjà un gage de qualité. Erwan, tu continues de les éliminer un par un, là. On en était donc... Alors, je prendrai après... il y a John Wall, par exemple. J'aime beaucoup John Wall et je serais à deux doigts de le prendre s'il n'y avait pas les deux autres devant. Mais parce que qu'on voit offensivement, comme cette année, quasiment 23 points par match, c'est énorme pour John Wall qui évolue offensivement de plus en plus et qui est un énorme défenseur. Et on sait qu'en play-off, au bout d'un moment... Demande à LeBron, il faut défendre. On a un commentaire de Gabin Garnier sur John Wall d'ailleurs qui nous dit « C'est le vrai et pur meneur de jeu comme j'aime, les Wizards sont rien sans lui, un distributeur infernal de passes. » Et donc smiley, cœur, love. On se souvient que les deux dernières campagnes de John Wall en playoff, ça avait été un peu compliqué. Moi, je jeterais mon dévolu sur deux joueurs. Le choix est très compliqué entre Curry et Curry et Kyrie Irving. Tu prends un Kyrie pour autre. Je prendrais Kyrie Irving. Parce que pareil, Harden, talent énorme et tout, mais souvenez-vous les gars, l'ambiance des finales, le match 7 et tout, au bout d'un moment, tu ne peux pas tricher en défense comme le fait James Harden. Tu vas trop être sanctionné à cette intensité top. Irving, parce que c'est peut-être en ce moment le plus talentueux, qui fait des choses indéfendables. Et Curry, parce que n'oublions pas que ça reste un double MVP et que c'est un talent fou et qui peut avoir plusieurs casquettes de meneur, et ça, c'est pas bête. Voilà. Il a fait trembler les murs. Bon, vous êtes prêts en tout cas à avoir votre franchise, vous avez fait deux très bons choix. Tu prends qui alors du coup? Parce que c'est bien, tu prends qui? Kyrie alors? Ouais, je prendrais Kyrie, allez. Donc Kyrie, d'accord. Non mais moi, on verra ça. Il y a pire, hein. On verra ça.
Du Alors, coup, on ne sait pas qui est le plus fort. Hein. Moi, d'ailleurs, j'ai fait regarder. Le plus fort sur le Donnez-nous moment, sur votre ce qui a avis été sur réalisé. cette saison. Sur cette saison, c'est Westbrook. On ne peut pas lui enlever ça. Ouais, sur je cette crois saison, aussi. c'est Westbrook. Après, nous, quand on parle de construire une franchise, c'est voir c'est ce qui va confirmer tout ça sur 5-6 ans. Enfin, voilà, c'est toujours pareil. Juste à titre maintenant, peut-être que je vais en oublier, mais il y a des mecs dont on n'a pas parlé. Mike Conley, Kyle Lowry, Kemba Walker, Eric Bledsoe. Voilà, ça, c'est les mecs qui arrivent juste en dessous. C'est un Mais petit quand peu en on voit dessous, ouais. cette classe de meneurs de jeu, on se dit que le poste est vraiment et de loin le poste le plus fourni en NBA. Vous connaissez les Flight Brothers? Ils sont sur YouTube. Ils sont hyper nostalgiques d'un jeu vidéo auquel on a énormément joué, NBA Jam. Et donc, ils l'ont mis du virtuel au réel. Et regardez-les, les Flight Brothers. Ils ont mis Ce des qu'ils vraies fait notes, hein. comme vidéo avec les vraies notes. Ils se sont amusés à faire NBA Jam pour de vrai. Ça déchire. Ça, c'est un tournage de folie. Et une vidéo qui est cartonne cette semaine en ligne. Regardez ça, comme ils se Oh, sont il jump. éclatés. Et le Ouh, ballon la en boule de feu, feu, j'ai toujours rêvé de jouer avec un ballon en feu. Ça défend, hein. Et donc ça défend fort comme dans NBA Jam. En tout cas, ce petit NBA Jam, la revival version Flight Brothers, bravo à eux, c'est T'as leur. rêvé de jouer avec un ballon en feu? Ouais, bien sûr. Ouais, moi, j'ai un pote qui l'a essayé, il voulait être dentiste, ben, c'est fini, il est garagiste. Jackass. Bravo les Flight Brothers. C'est l'heure du top 5, ceux qui sont les meilleurs rookies de la saison. On fait le point. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Blocked by James. LeBron James with the rejection. Tout était joué pour offrir le trophée à Jojo Embiid, le chouchou de Thomas Dufang, mais sa blessure a tout fait tomber à l'eau. Le malheureux On Joël. les a abandonnés, Thibaut. On va lui un message. On va lui mettre Moi, je suis triste sans lui. mail. On va lui mettre un petit mail. Le top 5 du jour va donc nous permettre de savoir qui sera le prochain rookie de l'année. Alors, on va commencer ce top 5 par un homme qui a été coupé en décembre par les Nets. Très bon choix encore des Nets, hein, vraiment ça continue. Yogi Ferrell, il revit à Dallas, rookie du mois côte ouest au mois de février, je crois, me Oui, semble-t-il. c'est ça. Il joue énormément désormais, c'est la success story de ce début d'année, Yogi Ferrell. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Il affole les compteurs. Est-ce qu'on peut le comparer à la folie de Jeremy Lin? Ça y est, ça monte pareil. Oula. Non, pas tout à fait. Il est à moins de 10 points quand même, notre ami. Ah ouais, mais en il a très fait peu un de temps, carton C'est la saison, ça. Hein. Ouais, sur la saison, mais il avait fait un carton à Portland, on se souvient, avec une superbe victoire. Il a des qualités. Maintenant, j'ai quand même du mal à croire qu'un mec puisse être rookie de l'année en s'étant fait couper par les Nets en début de saison. Voilà, Par les Nets. voilà, Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même il a beaucoup de qualités, il va vite, il met dedans, il a pas froid aux yeux, il sait saisir sa chance. Il vient de choper un contrat de 2 ans aussi. Oui, voilà, Même, mais c'est qu'ils après, ont vu, après, quelque chose. Il là. profite aussi du départ d'Aaron Williams et de l'absence de JJ. talent sur le poste, ouais, avec Barrea qui est au bout Ça, du tu peux roulage. pas lui enlever, ça. Non, mais je suis d'accord, mais Tu aujourd'hui- es en train de dire, il profite. Moi, il me fait penser, alors, toute proportion gardée, il a 25 ans, je ne sais pas quel est son potentiel réel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Mavs donc lui font confiance. Il est titulaire aujourd'hui côté Mavs. Moi, il me fait penser à Tony Parker quand il arrive. C'est-à-dire que personne ne l'attend vraiment. Et finalement, quand il arrive, on le propulse dans le 5, on lui signe un bon petit contrat, et il joue et il taffe. Il est quand même rookie du mois de février à l'Ouest, c'est pas rien. Et quand on voit ses stats, alors il a joué peu de matchs, 25, donc 15 à Dallas, c'est un tout début de carrière. Il n'empêche que 15 matchs à Dallas, ils l'ont titularisé dans le 4e match, donc c'est une belle performance dans une franchise où on fait quand même très peu d'erreurs. Si Rick Carlisle te met dans le 5 et que Dirk Nowitzki est content que tu sois là, c'est que peut-être tu es un bon joueur et que tu as un peu de potentiel. Il sort en plus un match à 32 points, à 9 sur 11 à 3 points. Et Yogi Ferrell, c'est quand même. C'est comme c'est un peu Portland, la ouais. magie. C'est un 9 sur 11. C'est un peu la magie quand même. Ouais, ouais. Oui, non, mais après, C'est ce qui est bon en NBA. Après, voilà, c'est ce qui est bon en NBA. Il y a plein de mecs qui sont prêts, qui attendent leur tour et qui s'entraînent très dur pour ça. Très bien. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire un rookie de l'année, les gars? Rendez-vous compte, les gars. C'est pour ça qu'il est que 5e, Erwan. Hein. On poursuit le top 5 justement avec le top 4. Les Lakers misent gros sur Brandon Ingram. Pour autant, ses stats n'ont rien d'exceptionnel. Ah non, Peut-il attends, lutter c'est jusqu'au le bout 4e meilleur passeur des rookies. avec 2 passes? Alors, il y avait un truc que je voulais dire par rapport à ça. Donc, c'est des stats. Bon, rien de fou. Il y a une photo qui est sortie, d'ailleurs, on nous a tagué dessus en disant regardez toutes ces stars, leur saison rookie. Il y avait Kobe, il y avait. Je sais plus qui, ça te dit rien ce Il y avait truc Kobe, mais je me Oui, il y avait Kobe, il y avait. Alors, Bref, Kobe, faut dire Kobe, il y avait Jimmy Butler. Il y avait Kobe. Mais pas, sans parler d'années, c'était leur première saison, sans parler. Il y avait Jimmy Butler, il y avait Paul George aussi. Donc, ils étaient à peu près dans ces eaux-là ou moins. Le truc, c'est que Brandon Ingram, contrairement à tous les autres, c'est que lui, il est dans une équipe qui joue, qui a un peu de responsabilité, mais une équipe qui ne gagne rien. Rien. Alors que les autres, ils étaient dans une équipe. Tu vois, Kobe, quand il tourne à 7 points sa première saison, il est avec Nick Van Exel, Eddie Jones, le Shaq, une équipe très sérieuse. Donc voilà, alors c'est une première année décevante, mais bon, ce sont que des rookies et le potentiel. Il a un gros temps de 28 jeu. minutes, ouais, 28 minutes. Brandon C'est pas non Ingram. plus 40 minutes. Non, mais après,
Mais Voilà, il fait une saison décevante. Par rapport à tous ceux qu'on vient de citer aux jeunes rookies, là, Butler, Paul George, Kobe, ils jouent plus. Oui, complètement, bien sûr. On remercie d'ailleurs les Lakers d'avoir relancé le duo Cousins-Davis la nuit dernière. Et les Pelicans qui ont gagné forcément contre les Lakers. Numéro 3 de ce classement des peut-être futurs rookies de l'année. Enfin, on établit notre classement. Le gros scoreur en NCAA s'appelait Jamal Murray, le Canadien. Il se fait une belle petite place en NBA du côté de Denver avec 20 minutes par match. Vous en pensez quoi de ce Jamal Murray? Très bon joueur. On parlait tout à l'heure des meneurs combo, comme ça, 1-2. Vrai talentueux, vrai scoreur. Il a quelque chose vraiment vers le panier. Il est adroit, il peut aller driver, il peut aller en poser quelques-uns aussi. C'est les enfants de Steph Curry. Il y a les enfants de LeBron et il y a les enfants de Steph Curry. Des combos qui sont dans le shoot à outrance. Alors, c'est un bon joueur, il a beaucoup de talent. Mais mon gars, il met dedans. On l'a vu à Londres, devant nous. Il était là, ficelle. Joueur de talent, c'est le premier à s'être révélé cette année. On se souvient, au début de la saison, il a eu un gros passage, toujours en sortie de banc. Et à chaque fois qu'il est là, il est prêt à jouer. Et c'est ce qui différencie de toute cette classe de draft. C'est que ces mecs-là sont prêts à jouer tout de suite aujourd'hui et à porter en professionnel. De là, en faire un potentiel rookie de l'année? Non, c'est un peu, mais ça il fait une bonne saison. Il est rentré tard dans sa saison, il a eu du mal avec son début de carrière professionnelle. Ça va beaucoup mieux depuis quelques mois. De Jamal Murray? Ouais, de Jamal Murray. Ça a duré 1 mois et demi, quoi. Tu sais, il est arrivé vite, 1 mois et demi. Donc un mec qui rate 1 mois et demi de sa saison, tout va bien. C'est magnifique. 1 mois et demi. Je dis qu'il a eu du mal à rentrer dans sa carrière professionnelle 2 mois. Mais voilà, c'est un début compliqué. Ça va mieux. Il est un peu frêle Non, mais c'est juste la transition. Puis en plus, sur son poste, il y a du monde. Il y avait Moudier, il y a Gary Harris, voilà, c'est tout. Enfin, il n'y a rien d'alarmant. La bonne pioche de la saison, c'est le numéro 2 de notre classement des rookies de l'année. Malcolm Brogdon, intronisé dans le 5 de Jason Kidd à Milwaukee. Il fait un bien fou, drafté pourtant en 36e position. Le petit truc, c'est qu'il a déjà 24 ans. Alors, est-ce que son âge lui a joué des tours? Non, 4 ans à Virginia, qui est une bonne fac. Donc lui, il est arrivé prêt pour jouer, contrairement à Jamal Murray, où il avait besoin d'un petit mois et demi, c'est pas grand-chose, pour rentrer dans sa carrière. Lui, il est arrivé prêt 4 ans à Virginia, on l'a dit. Et puis, il a profité de la blessure de Mathieu Della Vedova. Et même quand Della Vedova est revenu, ça n'a pas matché. Du coup, il a remis Brandon dans le 5. Et c'est un bon joueur, un vrai meneur qui fera une vraie carrière. Maintenant, il n'y a peut-être que lui et Malcolm qu'est-ce que je dis, et celui de Denver qui joueront peut-être les playoffs et c'est même pas sûr. Ouais, c'est un truc dont on reparlera un peu. Oui, lui était prêt physiquement, bien sûr. Bien sûr, prêt physiquement à jouer. Mais il a réussi à saisir sa chance. C'est important de souligner qu'à partir du moment où on te fait jouer, on te fait confiance, les mecs sont prêts. On se souvient de son tomard incroyable sur LeBron, un reverse. Une grosse caisse, hein. D'ailleurs on voit ses bras, ses épaules, le mec est prêt, il peut mettre un peu dedans même s'il doit progresser dans la régularité sur le tir. Non, c'est un bon joueur, tu vois, quand on voit 10 points, ouais, 10 points, 4 passes, c'est beaucoup, hein. 4 passes décisives, sachant qu'il y a Giannis à côté, c'est sérieux, hein. En 25 minutes. C'est un vrai meneur, pour le coup. Ouais, c'est un vrai meneur, on en parlait tout à l'heure dans le débat, c'est un vrai meneur, un mec qui d'abord est dans l'organisation, puis qui défend fort. Et donc drafté en 36e position, ça peut montrer que justement il y a des bons coups à faire dans ces zones-là. Ça, il y a des bons coups à faire et pas que au PMU. Hein. Le clin d'œil. C'est sûr qu'aujourd'hui, le fantasme du potentiel de 19 ans, il laisse des mecs sur le bord de la route. Hein. Non, mais de toute manière, la draft, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont 40, qui sont plus forts que le numéro 2 de draft. Voilà, il y a une situation, il y a le mec, son mental, est-ce qu'il était prêt. Voilà, c'est totalement impossible de dire si les gars vont faire une très grande carrière ou pas. Le numéro 1 de notre top 5 des rookies de l'année, forcément, ce sera pour lui le titre, à moins d'un cataclysme, non? Le Croate Dario Saric qui a pris la relève d'Embiid avec 4 doubles de suite, notamment en février. Non, Erwan, ce ne sera pas lui le rookie de l'année. Je sais pas, moi j'ai des vraies interrogations. Après, il sera dans la course, il mérite. Hein, il est très fort depuis 2-3 mois. Saric, il sortait du banc. T'as du doute comme ça? Qui y a en face? Je sais pas, parce que de tout ce qu'on vient de faire, il n'y a pas un mec où je me dis ah oui, c'est lui. Voilà, mais il y a un truc qui est important dans une saison rookie. Et c'est pour ça que je reviens sur le truc, tu mets 1 mois et demi à t'y mettre. 1 mois et demi dans une saison de NBA. Par rapport aux autres. Attends, 1 mois et demi, c'est rien. Moi, un gars qui arrive et qui met toute la première, donc l'année 2016, qui est nul, mais qu'à partir de janvier, il est dans le 5, il tourne à 20 points sur les 4 derniers mois, je veux dire, bravo, tu es le rookie de l'année, parce qu'on s'en fout finalement de s'il met un peu de temps. Mais c'est bien aussi de dire, tiens, ça a été dur les premiers mois, et puis là, c'est ça. En fait, du coup, en tout cas, c'était juste souligner une évolution. Ce qui est incroyable avec Dario Saric, c'est qu'il a pris la mesure clairement de la NBA. Aujourd'hui, c'est un peu, entre guillemets, le go-to guy des Sixers qui font des bons matchs, qui sont dans les matchs, qui prennent des matchs. Et lui, il fait pas mal de performances à plus de 20 points et pas mal de rebonds. Donc Dario Saric, tant mieux pour lui. J'ai hâte de voir comment ça va se parler avec Joel Embiid qui va revenir, avec Ben Simmons qui va revenir bientôt, parce que c'est le même genre de poste, les 3-4 et qui ont envie d'avoir. J'espère qu'il va jouer. Moi, je suis pas devin, j'espère juste qu'il va jouer.
Tu vois. Mais c'était pour lui le poste de rookie de l'année. Ça veut dire que bien sûr. Erwan, tu le donnes à qui aujourd'hui? C'est une bonne question. Voilà, il est là le problème. Moi, en plus, je te dis, Moi, c'est un risque pour moi. alors c'est les rookies, c'est peut-être le seul trophée où le bilan collectif ne rentre pas vraiment en compte. Moi, j'aimerais bien quand même, j'aime bien ce qu'a fait Brogdon pendant l'absence de Della Vedova, de maintenir les Bucks qui étaient en playoff à cette époque-là. Et depuis le retour de Della Vedova, d'ailleurs, leur bilan, il est pas top. Moi, j'ai envie de le filer à Brogdon parce que son histoire est bien, parce qu'il est déjà prêt à jouer en NBA et qu'il a un vrai impact sur son équipe quand il est starter. Il y a d'autres mecs dont on n'a pas parlé, hein. Donc Marquis Chris de Phoenix, Buddy Hield. Potentiel, très bien, mais... Bien sûr, non, mais Buddy Hield, Hernan Gomez, donc, qui est maintenant dans le 5 à New York. À New York. Et il y a que, en fait, finalement, quand tu vois toute cette liste, là, tu l'as dit tout à l'heure, il y a Jamal Murray qui va jouer les playoffs, Brogdon, c'est fini. pas sûr, et il y a- Murray qui est en course, quoi. Bien sûr, voilà. Et sinon, il y a Sabonis et Jaylen Brown de Boston. C'est les deux seuls mecs qui n'ont pas de rôle. Voilà, ils font pas les fanfarons dans leur équipe, mais Sabonis est dans le 5, Jaylen Brown a un rôle vraiment important et qui en plus c'est est de en mieux train en mieux. d'éclore et de mieux en mieux. Donc c'est des mecs qui étaient prêts à jouer en pro, pas dans les grands Tu rôles vois, auxquels on Jalen s'attend. Brown, moi je pense qu'à terme, de tout ce qu'on vient de citer, c'est peut-être celui qui aura. Moi, j'ai envie de mettre une pièce sur lui en disant c'est sûr qu'il aura une vraie carrière NBA. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu peux pas lui dire, oui, d'accord, mais tu peux pas lui dire aujourd'hui, je te donne le titre de rookie de l'année. Ah non, absolument pas. Voilà. À vous de nous dire également ce que vous pensez de ce titre de rookie de l'année, à qui il va revenir. Une petite image avant de passer au All-Star, pas All-Star en NCAA, Fresno contre Boys State. Le ballon s'est coincé derrière le panneau, ça arrive, mais qui va le décoincer? À vous de choisir. Un spectateur géant, une mascotte de club ou Erwan personne? Labotrette Erwan qui va arriver? Ou Thomas Dufant, En fait, dans toutes tes le mec vidéos, qui a je donné suis, le coup quoi. d'envoi de Portel-Dijon? Chaque semaine. Et là, regardez, qui c'est? Ils envoient un gamin le chercher. Pas dangereux Il est du chaud, tout. hein. Ouais, clair. il avait Ok, souscrit une la assurance merde. vite fait par Il- téléphone. Lui, c'est le fils de Richard Pander. C'est bon, il a eu Tu vois, son il a moment peur de de gloire. rien, il est là au calme, petit acrobate. Bravo, La petit folie du côté de Fresno. Allez, c'est l'heure du All-Star, pas All-Star. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. All-Star, pas All-Star, les tops, les flops d'Erwan et Thomas. On commence par vos tops, les amis, de ces derniers jours. Que Alors, s'est-il moi, mon passé? All-Star, c'est Richard Penner pour son nouveau numéro avec des éléphants. Non, pas du tout. C'est le vrai, Shaq, non, mon si, c'est top. vrai qu'il était bien. C'est le Shaq, mon top, parce que c'est son anniversaire, ce lundi 6 mars, né en Joyeux 1972. anniversaire, Shaq. 45 ans pour le Shaq. Et savez-vous, petite anecdote sur son anniversaire, que le 6 mars 2000, face aux Clippers, il a inscrit le plus grand nombre de points sur un match, 61 pour la carrière du Shaq. Il avait détruit les Clippers, qui à l'époque était une équipe très moyenne, voire pour pas dire dégueulasse de la NBA. Donc voilà, mon top, c'est pour le Shaq qui nous fait toujours autant rire, surtout depuis qu'il a lâché Javal McGee. Moi, mon top cette semaine, c'est évidemment le Portel. Ils m'ont régalé. Hein, franchement, c'était cool. Ah là On là. passe, Non, mais, on passe du Shaq au Portel. C'est génial, First Talk. C'est la beauté de l'amour beauté du de First Team. basket. Non, parce que, en fait, ce week-end, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui, la semaine dernière, on a dit oui, on s'en fout du basket européen, ce qui est complètement faux. C'était juste une blagounette. Hein, Tu as dit ça. Moi, J'ai dit ça. Tu m'entendras jamais dire Ouais, c'est ça. vrai que- Mais attends, c'était juste une blague. Vous savez que j'adore la balle franquette, ça déchire. Non, en tout cas, voilà. Qu'est-ce que ça alors, vient faire, là? je tenais à dire, Raconte-nous. rien, mais je voulais juste dire merci au Portel, à la petite famille Konaté qui m'a régalé. Je suis allé faire le petit entre-deux comme ça. En plus, il faut savoir. T'as tremblé un peu, t'as eu peur de le rater? Non, en plus, le mec au micro, il m'a dit, non, enfin, un mec du staff m'a dit, oui, d'habitude, les mecs font n'importe quoi, t'as joué au basket, toi, j'ai senti dans ton lancer. Je fais, oui, j'ai joué au Ouais, basket. c'est surtout les autres qui avaient jamais touché quel que soit le ballon de. Donc voilà, je voulais faire un petit coucou à Abraham, à Émilie, à Esteban, à Enzo, à Titi, et donc à mon cousin, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai eu la chance de faire un entre-deux où mon cousin allait faire l'entre-deux. Oh là là, ça Enfin, c'est reste en officiellement mon famille. tonton, mais je dis que c'est mon cousin, vous savez. T'as comme triché on un est. peu? Jacques Alain, on va le citer Ouais, quand bah, même, ton cousin. Ouais, cite-le. Donc voilà, non, c'était un super moment, et donc merci au Portel, je me suis. Et bravo Portel fait un qui truc. remporte le match quand même. Qui non seulement remportent le match, mais en plus vont se maintenir en Pro A. Et ça, c'est une performance dans une ambiance incroyable. C'était le carnaval. 3500 places, 4200 personnes dans la salle. Et vraiment, alors là, ils m'ont régalé. Vous savez, derrière, pendant les lancers francs, il y a des mecs qui sortent des trucs. Combien d'habitants? C'est une bonne question. sort Là, des stats, tu me demandes des stats. Tu sais, pendant les lancers francs, il y a t'a des pris mecs. pour Jean-Paul Olivier. Pendant le Tour de France, Vous êtes toutes les je stats, sais pas. mais non. Et donc, ils sortaient des pancartes. Donc, il y avait des meufs à poil et tout, ça c'est drôle, mais il y avait aussi Elisabeth II, il y avait Donald Trump, et il y avait Brice Denis sur un truc. Ils m'ont régalé, c'était un super moment. Vraie ambiance là-bas. Non, franchement, c'était Tu cool. conseilles? Meilleure ambiance en France, hein. Rien que ça. Attention, tu vas te faire des ennemis avec les Limougeaux si tu dis Eh ben, ça. d'ailleurs, c'est bientôt, et ils se tirent un peu la bourre tous les deux, mais l'année dernière, ils ont été C'est bien. le meilleur public de Pro C'est B. bien pour le basket français. Ouais, Ça on fait se plaisir, régale. Ça fait plaisir. C'est le basket qu'on aime. Ah oui.
Du top au flop, il n'y a Ah, qu'un ouais, des pas. flops. Alors allons-y, quels sont les pas All-Star de Moi, mon de la Paul semaine? Star, c'est Alvin Gentry qui a toujours pas réussi à mettre plus de un système pour Anthony Davis et DeMarcus Cousins Ça qui commence font, à faire long, qui là. font ce qu'ils veulent sur le terrain. Alors, ils ont gagné face aux Lakers. Ils font des stats énormes parce qu'ils ont un talent incroyable, mais ils se créent tout. Il n'y a aucune situation pour eux. Alors, je compte pas les pick and roll, les gars, merci, parce que pas besoin de Même nous, coach on peut en NBA. faire, Voilà, les même pick and nous, je roll, peux en hein. mettre des pick and roll en place, mais il n'y a pas de système, il n'y a pas de situation bien travaillée où on peut amener la balle en bas, où ils peuvent avoir une sortie pour attraper, tirer, voilà, sortir d'un écran, attraper juste à avoir marqué. Il n'y a pas de ça pour l'instant. On Donc, voilà. efface tout cet été, on recommence quoi. J'espère en tout j'espère cas pour que eux, hein. le premier truc à faire côté Pelicans, ça sera bien sûr de virer Alvin Gentry. Mais Parce que s'ils comptent seulement sur le talent des deux mecs pour aller en playoff, bon courage. Hein. Bon, Bah on ouais. passe, On passe à un autre truc parce que tu en as parlé. Donc les Lakers, eux, c'est porte ouverte en ce moment. Et ben oui, ils sont à 0-7 depuis l'All-Star Game. Et l'équipe, alors certes, ils sont combatifs. Ouais, super, c'est naze. Il y C'est a naze. eu l'effet Walton pendant un mois, mais ensuite. Ouais, mais après, je pense que le problème est bien plus profond. C'est-à-dire que c'est une équipe de petits branleurs et puis ils ont fait des mauvais choix. Donc Kupchak a été coupé aussi parce qu'il a signé Mozgov, on se rappelle, pour 60 millions. Et aussi Et Luol Deng qui ont des tout petits rôles, qui n'apportent pas ce qu'ils auraient dû apporter en termes d'expérience et aussi d'impact dans le jeu. Parce qu'on leur demande quand même, c'est des joueurs de basket, les mecs sont pas dans le staff. Mozgov, je peux presque comprendre. Mais Luol Deng, Luol Deng il a pris 70 millions. Gros. alors qu'il Oh. était Non, cramoisi, justement, mon gars. il a fait une super saison à Miami. Tu la connais cette dernière saison là, hop, tu vas chercher un contrat. Enfin, en playoff, il mettait plus un pied devant l'autre déjà. Ah, mais il a fait une bonne saison. On pensait qu'il allait apporter sur le poste 3 finalement. Autant mettre une gramme, mettre ses 15 points et puis on n'en parle plus. Donc Magic est là pour mettre le coup de balai, en gros. C'est possible qu'il se passe 2-3 trucs cet été effectivement en Californie. D'autres flops, d'autres tops, non, comme ça, Non. qui sortent du chapeau. Alors c'est parti pour rappeler le programme de la First Team. Cette semaine, la First Team vous propose donc le First Day Show ce jeudi. Ça va être encore son et lumière, des strass, des paillettes, ça va être de la folie. Tous les matins, ils sont là du lundi au vendredi pour vous, pour les matinales sur le compte Facebook de la First Team. On attend vos messages, vos commentaires comme d'habitude, vos vidéos, pourquoi pas. Et vendredi, on ponctue la semaine, le vendredi soir, par le First Talk Foot avec Manu Moine et tous les coéquipiers. Qu'est-ce que serait une fin de First Talk sans nos remerciements, les remerciements, ceux du seul et unique Erwan Abotret. Allez, Polo, envoie la smoule. Cette semaine, on va remercier Gérald Glass, qui était, quand ça allait pas, il rentrait pour tout réparer parce qu'on sait très bien que Carglass remplace. Carglass répare, Carglass remplace. Oh, tu les l'as amis. raté, t'es nul. J'ai la haine de ouf. Et on peut la refaire si vous voulez. Remets-la et refais-la, s'il te plaît. Enchaîne, Paul. Que serait une fin d'émission sans les remerciements d'Erwan Eh Abotret? ben regarde, ça serait une émission fake, Jamie Fake, ça serait une émission en faux semblant. J'ai raté ma Erwan, Carglass, j'ai la merci. haine, hein. Ah ouais, franchement, je suis trop triste. Carglass remplace, Cette Carglass fin d'émission répare, qui putain. dérape. Carglass répare, Carglass remplace. Carglass répare, Carglass Putain, on remplace. est mauvais, hein. Oh On là est là, parfait. j'en ai aucune idée. Du coup, j'en profite pour vous dire, si vous avez un impact de moins d'une pièce de 2 € dans votre truc, allez voir notre Mettre ami. de la résine. Merci en tout cas les amis de nous avoir suivis. On est toujours là sur Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, les comptes de la First Team, les émissions de la First Team. On est ravis de vous avoir avec nous. Il y aura à nouveau plein de choses à gagner. Vous avez été ravis d'avoir des poupluches. Il y aura plein de nouvelles choses. Il y aura aussi dans le First Talk Football de vendredi des cadeaux, c'est promis. Merci à la régie, merci Polo et tout le monde d'avoir été là, réactif, d'avoir bien bossé. On vous dit à très vite sur les comptes de la First Team. Bye bye. Voilà, hop.